Avez-vous déjà vu un char d'assaut bardé de sommiers de lits rouillés? En l'an 1944, les Allemands, voyant cela, en tombaient littéralement de rire. Ils qualifiaient les machines soviétiques de campements de gitans et savouraient d'avance une proie facile. Leurs propres commandants, quant à eux, menaçaient l'inventeur du peloton d'exécution pour détérioration de biens de l'État. Pourtant, 24 heures plus tard, le rire cédait la place à une terreur animale. Les supercanons allemands se révélaient impuissants, et leur défense fut déchiquetée. Comment des déchets de décharge se sont-ils avérés plus résistants que le blindage le plus épais? Pourquoi a-t-on voulu passer en cour martiale l'inventeur de la protection par sommier pour finalement lui remettre des médailles? Et quelle terrifiante physique transformait les chars dépourvus de cette protection en crématorium d'acier en une seconde? L'histoire de cette invention sale a renversé le cours de la bataille et sauve encore des vies de soldats au XXIe siècle. Le numéro 312 n'explose pas. Il s'étouffe simplement dans les flammes. D'abord, on entend un craquement sec et désagréable, comme si une branche géante et sèche se brisait. Ensuite, un sifflement à faire grincer des dents. Ce n'est pas le bruit d'un obus frappant l'acier, c'est le bruit d'un jet de charge creuse, chauffé à des milliers de degrés, traversant le blindage frontal comme une aiguille chauffée à blanc traverse la cire. Aucun ricochet, aucun tintement, seulement la physique de l'anéantissement. L'écoutille de la tourelle vole sur le côté, claquant contre les pavés. Une colonne de fumée grasse et noire s'échappe de l'ouverture. À l'intérieur du char, c'est l'enfer. La température grimpe instantanément. Les munitions détonnent 2 secondes plus tard. La tourelle de plusieurs tonnes saute comme le couvercle d'une marmite en ébullition et retombe avec fracas sur le côté, écrasant le garde-boue. L'odeur de caoutchouc brûlé se mêle à une odeur lourde et douceâtre que chaque tankiste connaît. C'est l'odeur de la matière organique calcinée. L'équipage n'a même pas eu le temps de comprendre qu'il était déjà mort. Le conducteur tenait probablement encore les leviers lorsque le jet a transformé le compartiment de combat en crématorium. Ternopil, avril 1944. Les rues étroites de la vieille ville sont devenues un piège de pierre. Un labyrinthe où la mort est tapie à chaque coin de rue, dans chaque sous-sol, derrière chaque tas de briques. Impossible de manœuvrer ici. La vitesse du T-34 est inutile. Ici, la distance de combat se réduit à un jet de grenade. Les chars, conçus pour la manœuvre dans les steppes, sont devenus des cibles maladroites. Énormes, aveugles, condamnés. Le capitaine Volkov se tient à l'abri, le dos pressé contre la brique froide d'un mur en ruine. Il regarde la carcasse fumante du 312. Son visage est gris de poussière et de suie. Ses mains, serrant sa tablette de cartes, tremblent légèrement. Ce n'est pas de la peur, c'est la rage de l'impuissance. Il déplace son regard vers ses hommes. Les survivants sont accroupis le long du mur, fumant avidement, cachant la lueur des cigarettes dans leurs manches. Leurs yeux sont tous les mêmes, vides, vitreux. Les yeux d'hommes qui ont regardé par-delà le bord du gouffre. Les statistiques sont sèches et impitoyables comme un verdict de tribunal. En 5 jours de combat, la compagnie a perdu 12 machines, 37 hommes, 37 spécialistes formés, mécaniciens, tireurs, commandants. Maintenant, ce ne sont plus que des chiffres dans les avis de décès. Et la cause est la même pour tous. Pas les lourds tigres allemands, pas les canons anti-chars, non. La cause est un tube rouillé que n'importe quel fantassin de la Wehrmacht tient dans ses mains. Le Panzerfaust. Une pièce emboutie bon marché, primitive, laide, jetable. Mais dans les conditions du combat urbain, c'est le mal absolu. La charge creuse ne perce pas le blindage par énergie cinétique. Elle se moque de l'épaisseur de l'acier.
Elle se moque de l'angle d'inclinaison dont les concepteurs du T-34 étaient si fiers. À l'impact, l'explosif forme un mince jet de gaz et de métal en fusion. La pression au point de contact atteint des millions d'atmosphères. Le blindage coule tout simplement. Le jet s'engouffre à l'intérieur, projetant des gouttelettes de métal, brûlant l'oxygène, enflammant le carburant et l'huile, déchirant l'acheter. « Dose !» dit Volkov d'une voix rauque, sans regarder personne. 12 boîtes en une semaine. À côté, le chargeur du deuxième peloton crache par terre. Ses mains sont enveloppées de chiffons, des brûlures causées par les douilles. « Camarade capitaine, on n'arrivera pas au centre comme ça. On n'atteindra même pas le prochain carrefour. Il nous brûle comme des allumettes, depuis chaque fente. Tu ne le vois pas, mais lui te tient dans son viseur. Un pop, et c'est fini. Adieu la famille. » Volkov se retourne brusquement. « Arrêtez la panique !»« Ce n'est pas de la panique !» répond sourdement le lieutenant Samoïlov, commandant du seul char survivant du premier peloton. Il est assis sur une caisse d'obus, essuyant son visage noir de mazout avec un chiffon. C'est de l'arithmétique. Ils ont des entrepôts pleins de ces fausses. Et nous, notre blindage, c'est du carton. Ils frappent de face, ils frappent de flanc. Hier, ils ont brûlé Mishka Sedov avec un tir d'en haut, depuis le 3e étage. Le jet a traversé le toit, percé le moteur. Le char s'est arrêté et ils ont frappé une deuxième fois. Que pouvons-nous faire? Manœuvrer avec le blindage? Dans ce sac de pierre? Le capitaine se tait. Il n'a rien à répondre. Il sait que le lieutenant a raison. L'état-major exige de maintenir le rythme de l'offensive. Ils exigent de chasser les Allemands du centre de Ternopil. Mais comment combattre des fantômes? Le char est aveugle. Les fentes de vision offrent un champ de vision étroit. L'infanterie d'accompagnement n'a pas toujours le temps de nettoyer chaque sous-sol. Un tir de Panzerfaust ne coûte que quelques centimes de Reichsmark. Un char T-34 coûte 200 000 roubles et des milliers d'heures de travail humain. Un échange inégal. L'économie de la guerre joue contre eux. Volkov regarde la carte de la ville. Les flèches rouges butent contre les carrés noirs des quartiers. Chaque quartier doit être pris au prix du sang. Les tankistes ont peur de monter dans leurs machines. C'est la physiologie de la peur. Quand tu es assis dans une boîte en acier, tu comprends que tu n'es séparé de la mort que par 45 mm d'acier qui ne protège plus. Tu attends le bruit de l'impact. Tu écoutes chaque bruissement à l'extérieur. Tu sais que si ça arrive, tu n'auras même pas le temps d'ouvrir l'écoutille. Encore un jour de tel combat, et la compagnie sera dissoute, dit doucement Volkov. Où nous serons tous passés en perte irrécupérable. Il nous faut une solution. Pas de l'héroïsme, bordel. De l'héroïsme, on en a à revendre. Les hôpitaux en sont pleins. Il faut que les chars survivent, qu'ils encaissent le coup. Et avec quoi encaisser? Grogne Samoïlov. Souder plus de blindage? Le moteur ne tiendra pas, la transmission lâchera. Se barder de sacs de sable? Il vole à la première vibration du canon. Attacher des rondins? Il brûle. Un silence lourd et poisseux s'installe. On n'entend que le travail d'une mitrailleuse dans une rue voisine, par rafales courtes et méchantes. Et de nouveau, une explosion sourde, un bruit guttural de détonation dans un espace clos. Une autre, grenade Faust, a trouvé sa cible. Volkov serre les poings jusqu'à s'en blanchir les jointures. Il se sent comme un traître. Il envoie des hommes à la mort en sachant qu'ils n'ont aucune chance. Ce n'est pas une guerre de moteur, c'est une boucherie. L'infanterie allemande, armée de tuyaux jetables, surpasse l'industrie blindée soviétique dans les rues étroites de la vieille ville. Il faut une issue. Immédiatement. Maintenant. Sinon, d'ici le matin, il ne restera de la compagnie que des brasiers fumants au carrefour de Ternopil,
et une liste de noms pour l'équipe d'inhumation. La théorie des troupes blindées ne fonctionnait pas ici. Les règlements, écrits avec le sang de l'année 1941, étaient devenus ici, en 1944, de la paperasse inutile face à la nouvelle menace. Le jet de charge creuse se moquait du blindage incliné. Il s'en fichait. Le capitaine donna un coup de pied dans un morceau de brique. « Réfléchissez !» lança-t-il dans le vide. « Si vous voulez vivre, réfléchissez. La tête ne sert pas seulement à porter un casque. » Le sergent-chef Dimitri Orlov ne fumait pas. Il se tenait près d'un T-34 détruit, portant le numéro de bord 208, et passait son doigt sur les bords de l'impact. Le métal était fondu ici, comme si quelqu'un avait enfoncé un fer à souder géant dans le blindage. Le trou était petit, à peine plus grand qu'une pièce de 5 kopecks. Soigné, mortel. Autour, des éclaboussures d'acier figé, semblables à des gouttes de mercure gelées. Orlov était mécanicien jusqu'au bout des ongles. Avant la guerre, il réparait des moteurs de tracteurs à la station de machines et de tracteurs, et pour lui, tout mécanisme était un organisme compréhensible. Mais ici, face à ce trou, il ne voyait pas simplement un dommage. Il voyait un principe de fonctionnement. Il sortit une clé à molette de sa poche, l'appuya contre le blindage. Il réfléchit. « Trop près », marmonna-t-il pour lui-même. « Tout le truc est dans la distance. » À côté, assis sur la chenille, le tireur de tourelle Popov s'essuyait les mains avec un chiffon. Il regardait le sergent-chef avec une indifférence fatiguée. « Qu'est-ce que tu regardes, Dimitrich ? Un trou est un trou. Ça traverse. Vitka a été tué sur le coup. Il n'a même pas eu le temps de couiner. » Ce n'est pas juste un trou. Orlov ne se retournait pas. C'est une lentille. Les Allemands ont concentré le feu en un point. Comme quand on brûlait des fourmis avec une loupe étant gamin. Le soleil chauffe tout le monde. Mais si tu rassembles les rayons en un faisceau, le papier brûle. C'est pareil ici. L'explosif dans la grenade ne percerait pas le blindage par lui-même. Mais s'il comprime l'explosion en une aiguille, elle nous coupe comme du beurre. Orlov ramassa un morceau de fil de fer par terre, l'enfonça dans le trou. Le fil alla profond, tintant contre la culasse du canon à l'intérieur. « Donc quoi ?» poursuivit-il sa pensée en regardant le métal noirci. « Donc la force de cette saloperie réside dans la concentration. Le jet se forme juste ici, sur le nez de la grenade. Il doit buter contre du dur pour fonctionner. Il frappe, brûle et pénètre à l'intérieur. » Il s'éloigna du char d'un pas, plissant les yeux. Les engrenages tournaient dans sa tête, ajustant les éléments les uns aux autres. Si la grenade explose sur le blindage, l'équipage est mort. C'est un axiome. Mais si la grenade explosait plus tôt... 30 centimètres, dit Orlov à voix haute. Popov leva la tête. Quoi, 30 ? De vide, Vania. Il nous faut 30 centimètres de vide. Le mécanicien s'approcha d'un tas d'ordures près du mur d'un atelier détruit. Il donna un coup de pied dans un dossier de lit en fer rouillé. Puis, il ramassa un morceau d'armature. Regarde, si cette ordure ne frappe pas le blindage, mais un obstacle devant lui. Orlov commença à tracer un schéma avec sa clé sur le flanc poussiéreux du char. Voici le blindage. Voici l'écran. La grenade frappe l'écran. Le détonateur se déclenche. Le jet jaillit. Mais il doit encore voler à travers l'air jusqu'au blindage. L'air va l'éclabousser. Il perdra sa focalisation. La température chuting. Il arrivera au blindage, non plus comme une aiguille, mais comme un crachat chaud. Il rayera la peinture, mais n'entrera pas. 2 autres tankistes du 3e équipage s'approchèrent. Ils écoutaient en silence, ricanant avec scepticisme. « Tu proposes de souder des lits sur le char, chef ?» sourit de travers l'un d'eux, un jeune gars à la tête bandée. « Les Allemands vont mourir de rire ? Un camp de gitans, pas une compagnie de chars. »
Qu'il rit, coupa sèchement Orlov. Sa voix devint sèche et grinçante, comme une charnière non huilée. L'essentiel, c'est qu'il ne tire pas. Ou qu'il tire, mais pour rien. Toi, Petrov, tu as vu hier comment le 105 a brûlé? Tu as vu comment Kolka hurlait quand il ne pouvait pas ouvrir l'écoutille? Le gars détourna les yeux. Le sourire disparut instantanément de son visage. J'ai vu. Eh bien voilà, je me fous de l'apparence que ça aura. On pourrait se barder d'édredons si ça sauvait la vie, mais les édredons brûleront. L'acier, non. Orlov revint à son schéma. Il n'était pas un concepteur génial d'un bureau moscovite. Il ne connaissait pas les formules de la dynamique des gaz, ni les calculs de densité du jet cumulatif. Il était un praticien. Il sentait le métal avec ses mains. Il savait qu'une soudure tient plus fort qu'un boulon si on la pose correctement. Et il savait que toute force a une limite. « Il faut du grillage », raisonnait-il à voix haute. « Ne prêtons plus attention aux soldats. Une tôle pleine, c'est lourd, ça bouche la vue. Et où en trouver autant? Mais un grillage, c'est léger. La grenade touchera avec le détonateur, elle explosera. Le jet déchirera le grillage, mais il perdra son énergie. Il se dispersera. » Il se tourna vers Popov. Dans les yeux du mécanicien, il n'y avait plus ce vide condamné qu'avaient les autres. Une froide lueur de calcul y brûlait. « Cherche le poste à souder, Vania. Cherche des électrodes. Tout ce qu'il y a. » « Le commandant de compagnie ne permettra pas l'improvisation, douta Popov en se levant. Il dira qu'on abîme le matériel de l'État. Violation du règlement. Je parlerai au commandant. Orlov cracha une salive noire. Le matériel est déjà abîmé quand il y a des trous à travers. Nous, on va essayer de le raccommoder. Il regarda de nouveau le trou. Dans ce petit orifice se cachait toute l'injustice de cette guerre. La supériorité technologique d'un tube allemand bon marché sur une machine soviétique coûteuse. Orlov haïssait cette injustice. Il voulait la corriger. Pas pour Staline, pas pour la victoire du prolétariat mondial, mais pour que demain, quand il retournerait dans cet enfer de pierre, il ait une chance de revenir vivant. 30 centimètres, répéta-t-il comme un mantra. Cadre en cornière, grillage à l'intérieur. On fixe sur les flancs et sur la tourelle. Distance d'éclatement, physique de l'explosion espacée. Le lieutenant Samoïlov, qui s'était approché, entendit les derniers mots. « Tu te crois bien malin, Orlov, » dit l'officier avec lassitude. « Tu penses que les ingénieurs dans les usines sont des imbéciles? Si ça marchait, ils l'auraient fait depuis longtemps. » Les ingénieurs dans les usines sont assis dans des bureaux propres, camarade lieutenant. Et nous, on est ici dans le mazout et le sang. Ils ne voient pas comment le jet bouffe le métal. Moi, je le vois. Orlov se redressa, essuyant ses mains sur son pantalon. « Permettez d'essayer? Sur ma machine. Ça ne pourra pas être pire. Elle est de toute façon en réparation. Si ça ne marche pas, eh bien, c'est le destin. Mais si ça marche... » Samoïlov regarda le visage résolu et barbouillé de suie du sergent-chef. Il regarda ces hommes abattus. Ils avaient besoin d'espoir. N'importe lequel. Même un espoir aussi fou que de souder des déchets de fer sur un char. « Vas-y, » opina le lieutenant. « Mais si d'ici le matin la machine n'est pas prête au combat, tu iras au bataillon disciplinaire pour sabotage. »« Elle le sera d'ici le matin, » dit fermement Orlov. « Soit elle sera prête, soit je m'en ficherai. » Ce n'était pas seulement une idée, c'était un défi à la mort qui s'était tapi dans les sous-sols des Ternopil. Orlov comprenait. Espérer un miracle était stupide. On ne pouvait espérer que dans le faire, et dans le fait qu'il avait correctement deviné la nature du feu allemand. Le poste à souder deviendrait leur arme pour cette nuit. Et le champ de bataille se réduirait aux dimensions d'un atelier de réparation à ciel ouvert. La théorie était belle, cohérente. 30 cm d'air qui devaient absorber la fureur de milliers de degrés. Mais le papier et les plans sur le blindage sont une chose. La réalité,
en est une autre. Seule une grenade allemande, volant vers le flanc, vérifierait ses calculs. Et ce moment de vérification était inévitable, comme le lever du soleil. La permission fut brève, comme un coup de feu. Le capitaine Volkov ne donna ni ration supplémentaire, ni homme, ni garantie. Il donna seulement du temps. Une nuit. Si à l'aube, le 341 ne sortait pas en position prêt au combat, l'expérience était finie, et la compagnie serait dissoute, les équipages survivants transférés dans l'infanterie. Pour une compagnie de chars, cela signifiait la mort. L'infanterie en combat urbain vit en moyenne 3 attaques. La fièvre commença. La fièvre du fer. Orlov et Popov, prenant avec eux 2 autres chargeurs, ne se dirigèrent pas vers le dépôt de munitions, mais vers la décharge de l'histoire. Un quartier résidentiel bombardé. Ils avaient besoin de métal, n'importe lequel. Tordu, rouillé, peint aux couleurs joyeuses de la vie paisible, la guerre se fichait de ce qu'elle fondait. Ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient dans les ruines d'un ancien foyer ouvrier. Des lits en fer, des dizaines de sommiers métalliques, ensevelis sous la brique et le plâtre. Cela semblait grotesque. Des soldats en combinaison vileuse, jurant et s'arrachant les ongles, extrayaient des décombres des dossiers de lit. Ce sur quoi des gens dormaient encore un mois plus tôt devait maintenant arrêter la mort cumulative. Logistique du désespoir. Traîner sur soi des cadres rouillés sous le sifflement des balles perdues, le souffle coupé, sentant le goût de la poussière de chaux sur les dents. Le poids d'une telle section, une quinzaine de kilogrammes. Pour protéger un flanc, il en faut 6. Pour la tourelle, 4 autres. Plus les cornières, plus l'armature pour la fixation. Une tonne de poids supplémentaire, rassemblée morceau par morceau dans la boue. La base fut installée dans l'atelier semi-détruit d'une briqueterie. Ça sentait l'humidité et le carbure. Le générateur tout sautait, s'étouffant sous la charge. Orlov mit son masque. Le monde, pour lui, se rétrécit à une étroite fente de verre sombre dans laquelle dansait un arc électrique aveuglant. La soudure, ce n'est pas juste l'assemblage de 2 morceaux de métal. C'est la chirurgie des blindés. Le cordon doit être continu, gras, fiable. Orlov soudait comme il n'avait jamais soudé de sa vie. Il comprenait, si ce poulailler tombait à cause des vibrations en mouvement, l'équipage resterait nu face aux grenadiers allemands. La main du sergent-chef était ferme, bien que ses muscles lui fassent mal de fatigue. « Électrode !» lançait-il brièvement. Popov insérait immédiatement une nouvelle tige dans le porte-électrode. Pas de mots superflus, pas de pause clope. Le fracas des marteaux couvrait la canonnade lointaine sur la ligne de front. Coups, cliquetis, hurlements de la meuleuse, faisant jaillir des fontaines d'étincelles. C'était la symphonie du bataillon de réparation. Les hommes travaillaient comme des possédés. Ils coupaient les cornières pour en faire des supports. Longueur du support, exactement 30 cm. Ce nombre devint sacré pour eux. Moins, le jet atteint le blindage. Plus, la construction est arrachée au premier angle de bâtiment. Orlov soudait les supports directement sur le corps blindé. C'était un acte barbare envers la peinture d'usine et la trempe, mais il n'y avait pas le choix. D'abord les montants verticaux, puis les traverses horizontales. On obtenait une grille grossière et laide. On y soudait les sommiers de lit. Une fumée lourde et bleuâtre stagnait dans l'atelier. Il n'y avait pas de ventilation. Les yeux pleuraient à cause du gaz âcre de l'enrobage des électrodes qui brûlaient, mais personne ne s'arrêtait. Les visages des soldats devinrent rouges, enflammés, couverts de suie. Ils ressemblaient à des diables dans la forge de l'enfer. Mais dans ce travail infernal naissait la confiance. « Tiens, plus fort, ça a bougé !» hurlait Popov, pesant de tout son poids sur la cornière chauffée au rouge. Le métal résistait, se cambrait, mais la soudure refroidissante
le saisissait à mort contre le flanc du char. D'heure en heure, le T-34 changeait d'apparence. Les lignes élégantes et rapides, dont les concepteurs étaient si fiers, disparaissaient. La machine se couvrait d'un exosquelette grossier, taillé à la hache. Elle devenait plus large, plus anguleuse. La tourelle se transforma en panier. Les flancs furent recouverts d'écrans, ressemblant à des barreaux de prison. Ce n'était plus un char de percée. C'était une bête blindée, vêtue d'une cotte de maille artisanale pour une bagarre dans une ruelle. À 4 heures du matin, le travail s'arrêta. Plus d'électrodes. Orlov enleva son masque. Sur son visage restaient des cercles blancs autour des yeux. Le reste de la peau était noir de suie. Il fit le tour du char. Il frappa avec une masse sur l'écran latéral. La construction bourdonna, mais ne bougea pas. La vibration partit dans le corps du char. « Ça tient !» constata-t-il d'une voix rauque. Volkov s'approcha. Le capitaine n'avait pas dormi de la nuit, coordonnant la défense du périmètre, mais il trouva le temps de jeter un coup d'œil dans l'atelier. Il regarda en silence le monstre créé par ces hommes. Le char avait l'air effrayant, menaçant et pitoyable à la fois. Sur fond de blindage lisse, ses grillages rouillés ressemblaient aux haillons d'un mendiant. Mais le capitaine voyait là-dedans non pas de la laideur, mais une chance. « On dirait une roulotte de gitan », remarqua Volkov, mais il n'y avait pas de moquerie dans sa voix. « Vous voulez que ce soit joli ou que ça roule, camarade capitaine ?» grogna Orlov, essuyant sa sueur avec une manche sale. « Le grillage fait ressort. L'acier est visqueux. Ça devrait marcher. » Volkov s'approcha plus près, toucha le cordon de soudure rugueux. Il sentait la chaleur émanant du métal. Le char était chaud, comme s'il avait de la fièvre. « L'équipage est prêt ?»« Affirmatif. »« Nous sommes tous volontaires. »« Des volontaires ?» Le capitaine secoua la tête. « Vous comprenez que vous servez d'appât. Nous ne pouvons pas vérifier cela sur un polygone. Le polygone, c'est la cote 185. Il y a un bataillon SS là-bas. Et ils ont de ces Faust, comme s'il en pleuvait. » Orlov regarda sa machine. C'était maintenant sa forteresse, ou son cercueil. « On comprend. La théorie sans la pratique est morte, et la pratique sans la théorie est aveugle. On va leur ouvrir les yeux. » « Bien. » Volkov se retourna brusquement. « On part dans 1 heure, plein de carburant, plein de munitions, et... Orlov. Moi ? Si vous brûlez, j'écrirai que vous êtes mort en héros. Mais mieux vaut ne pas brûler. J'ai besoin de mécaniciens, pas de héros. » Orlov hocha la tête. Il ne cherchait pas la gloire. Il cherchait un moyen de survivre, là où survivre était impossible. La fatigue s'abattait comme une dalle de granit. Ses jambes tremblaient. Un bourdonnement résonnait dans ses oreilles. Mais il n'y avait pas de peur. Le travail avait chassé la peur. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils avaient modifié la construction de la machine contre toutes les instructions. Maintenant, la parole était à la grenade à réaction allemande. L'aube sur Ternopil était grise et enfumée. Le char numéro 341, faisant cliqueter ses chenilles, sortit de l'atelier en rampant. Les grillages de fer sur les flancs tremblaient légèrement au rythme du diesel. La machine semblait plus lourde, plus trapue. Elle rappelait un gladiateur qui aurait enfilé tout ce qu'il avait trouvé sous la main avant d'entrer dans l'arène. À l'arrière, sur le blindage, Popov était assis et fumait, regardant les ruines défiler. Il savait que dans une demi-heure, ces grillages leur sauveraient la vie ou deviendraient de la ferraille inutile sur leur fosse commune. La pensée technique, mais dans la boue et le désespoir, s'apprêtait à passer son examen principal. L'examinateur était la mort. Et elle ne mettait pas de notes. Elle prenait, tout simplement.
L'écoutille se referma avec un bruit lourd et dense, coupant le matin printanier. À l'intérieur du char, la pénombre habituelle s'installa, diluée seulement par la lumière terne de l'ampoule et la lueur verdâtre des épiscopes. Le monde se rétrécit aux dimensions du compartiment de combat. Désormais, leur univers sentait le gazole, la poudre brûlée et la sueur aigre de 4 hommes qui avaient volontairement accepté de devenir des cibles. La côte 185 dominait le quartier comme un millefeuille de briques brisées et de béton. Les Allemands y étaient solidement installés. Les renseignements rapportaient chaque sous-sol, chaque grenier était en point de feu. C'était un terrain idéal pour un suicide. C'est précisément là, dans ce nid de guêpes, que rampait le 341. Orlov enclencha la vitesse. Les leviers étaient durs. Le char eut un soubresaut et, cliquetant des chenilles, commença l'ascension de la rue encombrée d'ordures. Vitesse minimale. Cela faisait partie du plan. Ils ne partaient pas à l'attaque. Ils n'essayaient pas de percer en vitesse, utilisant la manœuvre. Ils avançaient comme à la parade, lentement, nonchalamment, de manière provocante. « Tiens plus droit, Dimitrich », croassa dans les laryngophones le chef de char, le lieutenant Samoïlov, qui avait pris place dans la tourelle à la place du commandant titulaire. « Ne fais pas d'à-coups, qui nous examine bien. » Cette phrase sonna comme une condamnation. La mission de l'équipage contredisait tout ce qu'on leur avait appris dans les écoles de chars. L'instinct de conservation hurlait « Gaz! Manœuvre! Cache-toi derrière la fumée !» Mais l'ordre était différent. S'exposer, provoquer. Forcer l'ennemi à appuyer sur la détente. Orlov sentait une coulée de sueur froide couler le long de son dos, sous sa combinaison. Ses mains sur les leviers étaient moites, glissantes. Il les essuyait tour à tour sur son pantalon, sans lâcher les commandes. À l'intérieur du char, le moteur grondait, mais pour l'équipage, c'était le silence. Ce silence particulier, vibrant, de l'attente, quand tu sais que des dizaines d'yeux te regardent à travers des instruments de visée. Quelque part là-bas, derrière l'épaisseur des murs de briques, les chasseurs de chars allemands plaçaient déjà leurs tubes sur l'épaule. Ils voyaient l'étrange machine russe. Elle avait l'air ridicule avec ses sommiers de lis sur les flancs. Ils devaient rire. Proie facile, cible lente. La distance se réduisait. 200 mètres, 150, 100. Tourelle, droite 15, explosif, ordonna Samoïlov. Fais-leur du bruit, qu'ils se réveillent. Popov enfonça l'obus dans la culasse. La culasse claqua comme une guillotine. Prêt! Le tir frappa les oreilles, malgré les casques. Le char oscilla. La douille tomba sur le sol avec un tintement. Devant, à la fenêtre du 2e étage d'une maison semi-détruite, un nuage de poussière s'éleva. C'était un défi. Il semblait crier « Nous sommes là! Tirez !» L'attente de l'impact est la torture la plus terrible pour un tankiste. Tu ne vois pas le vol de la grenade. Tu n'entends pas le sifflement. Tu es simplement assis dans un volume clos, entouré de mécanismes, de carburant et d'obus, et tu attends que l'acier autour de toi se transforme en plasma. Chaque seconde s'étirait en éternité. Inspiration, nous sommes encore vivants. Expiration, toujours vivants. « Je vois du mouvement !» cria le radiomitrailleur, collé à la mitrailleuse de caisse. « Repère 2, ruine du magasin, un Faustnik !» Le cœur d'Orlov rata un battement. Ça y est, le moment de vérité. Maintenant, cet Allemand sans visage dans son manteau gris va appuyer sur le levier. Maintenant, la charge propulsive va se déclencher. La grenade, ressemblant à un pilon à pommes de terre, volera en arc de cercle. Elle a 1 seconde de vol, peut-être 1 et demie. « Ne pas tirer !» La voix dure de Samoïlov
couvrit le bruit du sang dans les oreilles. « Laisse-le tirer. On attend. » C'était de la folie. Rester assis et regarder comment on te tue. Orlov s'agrippa au levier au point d'en avoir les doigts blancs. Il voulait braquer la machine à gauche, partir derrière un tas de dalles, se sauver. Mais il garda le cap, tout droit, exposant le flanc, couvert d'un sommier rouillé sur lequel, peut-être, dormait encore récemment un enfant. Maintenant, leur vie ne dépendait pas de l'épaisseur du blindage, ni de la maîtrise du conducteur, mais de simples lois physiques et de la qualité d'une soudure faite la nuit par des mains tremblantes. 30 centimètres d'air. Est-ce que ce sera suffisant? Et si le grillage se déchirait trop tôt? Et si la grenade passait entre les barreaux? Et si la théorie était le délire d'un fou et qu'ils allaient brûler vifs maintenant, comme l'équipage du 105 hier? Des images défilaient dans sa tête. Flash, feu, écoutilles coincées. Orlov connaissait ces images par cœur. Il les avait vues trop souvent. La peur lui tordait l'estomac en un nœud serré. Sa bouche était si sèche que sa langue semblait être du papier de verre. « Allez, vas-y, ordure », chuchota-t-il. « Vas-y. » Ils étaient l'appât, un appât gras, en acier, dans une cage de fer. Et le prédateur mordit. L'éclair du tir depuis la porte cochère fut à peine visible dans la poussière. Mais Orlov sentit ce moment avec sa peau. Le temps s'arrêta. Il lui sembla entendre le bruissement de l'empennage de la grenade. L'équipage se figea. 4 hommes dans une boîte en fer cessèrent de respirer. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient que croire. Croire en Orlov, en la soudure, en la physique. Ce n'était pas de l'héroïsme au sens livresque. Il n'y avait pas de belles poses ni de drapeaux. Il n'y avait que des hommes en sueur, sales, enfermés dans une boîte de conserve, qui étaient venus volontairement à l'exécution, espérant que la hache du bourreau se briserait sur leur bouclier artisanal. Le grondement du moteur semblait assourdissant. Le regard d'Orlov était rivé à la fente de vision. Il ne voyait que des briques grises et des morceaux d'armature. Mais il savait que la mort était déjà en route. Elle s'était déjà détachée du tube de lancement et volait vers le flanc droit au centre de l'écran artisanal. « Tenez-vous » hurla Samoïlov, bien qu'il n'y ait rien à quoi se tenir. Une seconde, encore une. L'attente déchirait les nerfs. L'air à l'intérieur du char semblait électrisé. L'odeur de la peur devenait presque tangible. Personne ne priait. À la guerre, il n'y a pas d'athée, mais dans un char, Dieu, c'est le blindage. Et maintenant, leur Dieu était fait de ferraille. Orlov ferma les yeux un instant, attendant la chaleur. Cette chaleur infernale qui transforme un char en fosse commune. Il ne voulait pas mourir, mais plus encore, il ne voulait pas voir ses camarades brûler. La décision est prise, les jeux sont faits. Les cages de fer de Ternopil entraient en jeu. L'impact ne ressembla pas à ce qu'ils attendaient. Au lieu du craquement répugnant du blindage déchiré et du sifflement consécutif, le corps du char trembla sous un coup sourd et vibrant, comme si un géant avait abattu un marteau de forge sur un tonneau vide. Le son était sec, dur, mais pas mortel. Non pas avec la lourdeur visqueuse de la pénétration, mais avec la vibration du rebond. À l'intérieur de la tourelle, de la calamine et de la poussière séculaire tombèrent du plafond. Orlov rentra instinctivement la tête dans les épaules, attendant la vague de feu. Il ferma les yeux, comptant les fractions de secondes. 1, 2, 3. La température dans le compartiment de combat ne changea pas. Pas d'odeur de chair brûlée, pas de hurlement de flammes. Seulement l'odeur de poudre brûlée qui s'était infiltrée de l'extérieur, et une lourde odeur d'ozone, comme après un coup de foudre proche. « Vivant »
La voix du lieutenant Samoïlov dans les écouteurs semblait étrange, comme s'il parlait à travers du coton. « Moteur normal », répondit machinalement Orlov. Ses mains vérifiaient elles-mêmes les instruments. Pression d'huile, normale. Température de l'eau, normale. Régime, stable. Le char ne brûlait pas. Dehors, une physique en laquelle personne ne croyait jusqu'au bout se produisait. La grenade allemande avait frappé le grillage du lit. Le détonateur piézoélectrique sensible s'était déclenché instantanément en rencontrant la résistance du fil d'acier. La charge avait détonné. L'entonnoir cumulatif s'était effondré, donnant naissance à ce fameux jet, une fine aiguille de plasma hypersonique. Mais cela ne s'était pas produit sur le blindage. Cela s'était produit à 30 cm de lui. Le jet, calculé pour percer l'acier à bout portant, jaillit dans le vide, dans l'air. Il n'avait rien à mordre. N'ayant pas de milieu solide pour se focaliser, le flux incandescent de gaz et de cuivre fondu commença à perdre sa densité. Il vola ces maudits 30 cm en s'éclaboussant, comme un jet d'eau de lance d'incendie frappant une pierre. Le grillage éclata, vola en éclats. Le cadre fut arraché brutalement, mais ce tas de ferraille avait rempli sa mission. Au blindage principal du T-34 n'arriva plus une aiguille, mais un crachat chaud et défocalisé. Il frappa le flanc, brûla la peinture, laissa une tache noire de suie et une caverne peu profonde, mais s'étala impuissant sur l'acier trempé. L'énergie, capable de percer un demi-mètre de fer, s'était dissipée en chauffant l'atmosphère d'une rue de Ternopil. « Ils n'ont pas compris !» hurla Popov, collé à l'épiscope. « Les Fritz n'ont pas compris! Ils regardent et ne croient pas !» Les Allemands étaient effectivement stupéfaits. Selon leurs calculs, le char russe aurait dû se transformer en torche. Mais la machine continuait de ramper, agitant son canon, vivante et indemne. Cette hésitation dura quelques secondes, et puis l'enfer commença. L'ennemi décida de corriger l'erreur par la quantité. Le deuxième coup frappa la tourelle. De nouveau ce son sourd de cloche qui boucha les oreilles. Le char oscilla. Troisième coup, à la poupe, sur la grille du compartiment moteur-transmission. Quatrième. Cela ressemblait à un passage à tabac. Le char tressaillait, grinçait, gémissait de tout son corps métallique. Dehors, des étincelles volaient, des morceaux d'armature, des bouts de fil de fer. Les écrans étaient déchirés en lambeaux. Le 341 se transformait en tas de ferraille mouvant. Mais à l'intérieur, à chaque nouveau coup, l'équipage ressentait non pas de la peur, mais une euphorie sauvage, animale. C'était l'hystérie des survivants. À chaque coup qui ne les tuait pas, la peur partait, cédant la place à une excitation méchante. « Allez, encore !» hurlait le chargeur, ne s'entendant pas lui-même dans le vacarme. « Étouffez-vous, salauds !» 8 impacts, 8 coups directs de Panzerfaust à une distance de moins de 50 mètres. Selon n'importe quelle statistique, selon n'importe quel manuel de la Wehrmacht et de l'Armée rouge, ce char aurait dû être détruit 8 fois. Mais il continuait de fonctionner. « Orlov, marche arrière, recule !» ordonna Samoïlov. « L'expérience est terminée. On va se retrouver sans écran, à poil. » Orlov tira les leviers vers lui. Le char rugit, rejeta un nuage de fumée bleue et commença à reculer vers l'abri, derrière le mur salvateur de la briqueterie. Il ne battait pas en retraite comme un chien battu, mais comme un ours piqué par des abeilles, méchant, ripostant par le feu de sa mitrailleuse de caisse. Quand ils passèrent le coin et que le moteur cala, le silence tomba. Ce silence sonore d'après-combat, quand on entend le métal refroidir et le sang battre dans les tempes. L'écoutille s'ouvrit avec difficulté. Elle était légèrement faussée par l'onde de choc. Popov sortit le premier. Il sauta à terre, ses jambes se dérobèrent et il s'assit directement dans la boue.
Il enleva son casque. Ses mains tremblaient tellement qu'il ne pouvait pas sortir une cigarette. Orlov sortit à sa suite. Il était trempé. Sa combinaison collait à son dos. Il fit le tour du char. Le spectacle était effrayant. Des cadres et grillages soignés, il ne restait que des souvenirs. Les flancs étaient enchevêtrés de fils déchirés. Des débris de cornières dépassaient. Tout était noir de suie. Le char avait l'air d'être passé dans un hachoir à viande. Orlov s'approcha du flanc droit. Là où il y avait auparavant une peinture verte brillante, noircissait maintenant 8 taches laides. Il passa la main sur l'une d'elles. Le métal était encore chaud, brûlant les doigts. Au centre de la tache, il y avait une bosse d'1 centimètre de profondeur. Et c'est tout. Pas un seul trou traversant, pas une seule fissure. Intact, chuchota-t-il. Sa voix se brisa. Intact, ma belle. On courait déjà vers eux. Le capitaine Volkov, des soldats du peloton de réparation, de l'infanterie. Ils regardaient la machine mutilée avec horreur, s'attendant à voir des cadavres à l'intérieur. Mais quand ils virent l'équipage vivant, debout à côté, fumant avec des mains tremblantes, la foule se figea. Volkov s'approcha d'Orlov. Le capitaine était pâle. Il avait vu comment les Faustniks fusillaient la machine à bout portant. Il avait mentalement déjà enterré cet équipage. « Rapport !» exigea-t-il, essayant de redonner à sa voix une fermeté réglementaire. Orlov se redressa. Sur son visage noir de suie, seul brillait le blanc des yeux et les dents dans le sourire fou d'un homme qui vient de revenir de l'au-delà. « Camarade capitaine, char T-34, numéro de bord 341, 8 coups directs de grenade à charge creuse. Pénétration du blindage, aucune. Perte dans l'équipage, aucune. Machine apte au combat. » Volkov déplaça son regard sur le flanc du char, sur ces marques de petites vérolles noires, puis sur les restes déchirés du sommier de lit gisant dans la boue. Il comprit. Tout le monde comprit. « Donc, ça marche, » dit doucement le capitaine. « Ton arithmétique fonctionne, sergent-chef. » Popov se mit soudain à rire. C'était un rire nerveux, aboyant, se transformant en tout. « Ils nous ont tiré dessus avec des lits! On les a repoussés avec des lits! Avec des lits !» La tension éclata. Les soldats autour commencèrent à sourire, à taper les tankistes sur l'épaule. Quelqu'un tendait une gourde. Mais Orlov ne riait pas. Il regardait ses mains. Il réalisait seulement maintenant que sa théorie, tracée avec une clé à molette sur le blindage poussiéreux, leur avait sauvé la vie. Ce n'était pas de la magie. C'était la victoire de l'audace technique sur la mort. 30 centimètres d'air s'était avéré plus solide que l'acier le plus épais. « Vania !» Orlov se tourna vers Popov. « Amène le poste à souder et des électrodes. »« Pourquoi faire, Dimitrich ? Faut se reposer. » »« Quel repos, bon sang !» Les yeux du sergent-chef brillèrent durement. « On a encore 14 machines dans la compagnie, et la nuit devant nous. Demain, les Allemands vont reprendre leurs esprits. Il faut qu'on ait le temps d'habiller tout le monde. » Le triomphe du moment passa. Restait le travail. Un travail sale, lourd, pour sauver des vies. Orlov comprenait. Aujourd'hui, ils avaient eu de la chance, ils étaient les premiers. Demain, l'effet de surprise disparaîtrait. Mais maintenant, ils avaient la technologie. Ils avaient un bouclier. Et ce bouclier devait être forgé pour chacun de ceux qui iraient demain prendre d'assaut le centre de Ternopil. L'inspection de la machine montra qu'à part les écrans arrachés et les phares cassés, il n'y avait pas de dommages. Moteur, transmission, canon, tout fonctionnait. Le jet de charge creuse, cette arme absolue du combat rapproché, avait été neutralisé par des ordures de décharge. La physique de l'explosion espacée
dont on parlait dans les livres savants mais qu'on craignait d'appliquer dans la pratique, avait prouvé son droit à l'existence par le sang et la sueur. Plus précisément, par l'absence de sang. « Vous ne croyez pas ?» grommela Orloff, ramassant par terre un morceau de grenade allemande fondue. « Et vous aviez tort. Le fer, lui, ne ment pas. Les hommes mentent quand ils ont peur. » Il jeta le morceau de métal vers les ruines. Maintenant, il savait avec certitude, cette ville pouvait être prise. Et il la prendrait. Pas avec de la viande, mais avec de l'intelligence. Et de la soudure. La rumeur selon laquelle l'équipage du 341 était revenu de l'enfer sans une égratignure se répandit dans les quartiers de la compagnie plus vite que des éclats d'obus. Ce n'était pas un rapport officiel. C'était un murmure transmis de mécanicien à mécanicien, de chargeur à tireur. Les soldats s'approchaient de la machine d'Orlov, touchaient les restes déchirés et noircis des grillages, mettaient les doigts dans les taches noires sur le blindage et se taisaient. Ils voyaient la preuve. La mort, qui semblait inévitable, avait reculé devant un morceau de fil de fer rouillé. Le capitaine Volkov ne fit pas de réunion. Il rassembla simplement les chefs de char dans un coin sombre de l'atelier où la carte de la ville était étalée sur des caisses. « Vous avez vu la machine d'Orlov » La voix du commandant était rauque d'insomnie. « Ça marche. Nous avons 15 chars. D'ici le matin, les 15 doivent être équipés d'écrans. »« Camarade capitaine » objecta un lieutenant du 2e peloton. « Où allons-nous prendre autant de métal ? Nous n'avons pas de matériaux. Le bataillon de réparation est vide. » « La ville est grande. » Volkov fit un geste englobant l'espace alentour. « Ternopil nous aidera. Démontez les décombres. Traînez tout. Clôture, portail, grilles de fenêtres, lits des appartements. Je me fiche de ce que ce sera. L'essentiel est de maintenir la distance de 30 cm. Exécution. » Et la nuit cessa d'être un temps de repos. La nuit se transforma en quart de travail en enfer. La compagnie se transforma en coopérative de chiffonniers. Les équipages, au lieu de dormir avant le combat, se dispersèrent dans les ruines environnantes. Les tankistes, jurant dans l'obscurité, arrachaient à la baramine les clôtures en fer des parcs, dégondaient les portails forgés des demeures bourgeoises, extrayaient des décombres des maisons des matelas à ressort. Tout y passait. La guerre avait aboli la notion de propriété privée et d'esthétique. Ne restait que la nécessité de survie. L'atelier de la briqueterie, devenu base, s'emplit d'un fracas qui faisait trembler les vitres intactes sous le plafond. 15 machines de plusieurs tonnes étaient alignées, comme d'énormes bêtes à l'étable, et autour de chacune bouillonnait un travail fiévreux. Orloff était partout. Il n'appartenait plus à son équipage. Il était devenu l'ingénieur en chef de cette folle chaîne de montage nocturne. Il courait d'un char à l'autre, enjambant les câbles, les bouteilles d'oxygène et les tas de ferraille. « Ne soude pas en continu !» hurlait-il sur un jeune sergent qui essayait de souder une cornière sur la tourelle. « Tu vas détremper le blindage. Fais-le par point, par point !» Des cordons de 5 cm. « Chef, les électrodes collent !» grognait le sergent, enlevant la calamine. « Ajoute du courant et nettoie mieux, il y a 3 couches de pâture ici. » L'air dans l'atelier devint dense, presque solide. Pas de ventilation. La fumée bleue de la soudure, l'odeur de carbure, d'essence et de sueur quiquait les yeux. Les hommes travaillaient sans masque. Il n'y en avait pas assez. Ils regardaient l'arc à travers des verres noircis, à travers des fentes dans du carton, ou plissaient simplement les yeux et se détournaient au dernier moment. Le matin, tous auraient des lapins dans les yeux, les paupières rouges et enflammées, comme si on leur avait jeté du sable. Mais ce serait pour plus tard. Pour l'instant, la peur de rester nu devant un Panzerfaust allemand était plus forte que la douleur. C'était un tableau étrange. Des hommes qui demain devaient tuer et mourir
étaient en train de construire. Ils construisaient leur protection. La peur qui les paralysait ces derniers jours avait fait place à une excitation de travail méchante. Un but était apparu. Une technologie était apparue. Le bruit des marteaux couvrait les pensées de mort. « Dimitrich, regarde !» criait le mécanicien du 108. « J'ai pas eu assez de grillage. J'ai bricolé une grille d'égout. Ça ira ?» Orlov accourut, frappa du poing sur la massive grille en fonte soudée sur des supports. « Lourd, la vache! Mais ça ira. La fonte est fragile. Les éclats vont faucher l'infanterie si elle est à côté. Mais ça brisera le jet. Laisse. » Dans le coin éloigné, les équipages du 3e peloton coupaient des bandes d'acier au chalumeau. Une gerbe d'étincelles frappait le mur, éclairant les visages en sueur et noirs. On aurait dit que des orques forgeaient des armes dans un souterrain et non que des chars soviétiques étaient réparés. Mais dans ce chaos, régnait un ordre de fer. Personne ne restait inactif. Les chargeurs traînaient la ferraille, les tireurs marquaient les points de soudure à la craie, les commandants tenaient les pièces pendant que les soudeurs posaient les cordons. La logistique était primitive mais efficace. Plus d'électrodes, on envoyait des soldats chez les réparateurs à l'arrière. On échangeait du schnapps de prise et de la viande en conserve contre 2 paquets de 4 mm. Plus d'oxygène, on roulait des bouteilles depuis l'hôpital bombardé. Le manque de temps stimulait mieux que n'importe quel commissaire. Il restait 3 heures avant l'aube. 2. 1. Les chars changeaient à vue d'œil. Ils perdaient leur aspect réglementaire d'usine. Ils devenaient laids, bossus, hérissés. Un flanc fermé par un sommier métallique, l'autre par une clôture forgée avec des volutes, la tourelle ceinturée d'une carcasse d'armature. C'était un défilé de grotesques techniques. Mais dans cette laideur se cachait une puissance animale. C'étaient des machines prêtes à bouffer du feu. Vers 4 heures du matin, le grondement dans l'atelier commença à s'apaiser. Un par un, les appareils s'éteignirent. On n'entendait plus que le tintement du métal refroidissant après la soudure et la respiration lourde des hommes. Les soldats tombaient de fatigue. Ils étaient assis sur les chenilles, sur des caisses, à même le sol, sales, brûlés par les étincelles, avec des cernes noires sous les yeux. Mais ils souriaient. Ils regardaient leurs machines, non plus comme des cercueils condamnés, mais comme des forteresses. Orlov passa le long de la ligne. Il titubait de fatigue. Ses mains, qui avaient tenu le porte-électrode toute la nuit, tremblaient légèrement. Il inspecta chaque char. Vérifia les soudures, tira sur les grillages. « Bon, » dit-il doucement, mais dans le silence de l'atelier, tout le monde l'entendit. « Maintenant, on va se battre. » Le capitaine Volkov s'avança au centre. Il était rasé de près, soigné, comme s'il n'avait pas passé cette nuit dans la fumée et la suie. Il parcourut du regard la ligne de ces monstres de fer en cage. « Au véhicule !» L'ordre claqua comme un verrou de culasse. « Démarrez !» L'atelier s'emplit du rugissement de 15 diesel V2. L'échappement bleu frappa les murs. Les chars, faisant cliqueter leurs patins, se dirigèrent vers la sortie. Le sol tremblait. Dans le crépuscule matinal, la colonne avait l'air terrifiante. Ce n'était plus simplement une compagnie de chars. C'était une meute de monstres blindés, vêtus d'une armure qui n'avait pas été conçue dans les bureaux d'études. Orlov prit place dans le 341. Il sentait la machine avec son dos. Maintenant, elle était plus lourde de près d'1 tonne. L'inertie avait augmenté, le gabarit avait grandi. Mais son âme était tranquille. Il avait donné une chance aux hommes. Il leur avait donné ses 30 centimètres salvateurs. L'aube du 24 avril 1944 se levait sur Ternopil, rouge sang. La ville se taisait, tapie avant la tempête. Les Allemands sur la ligne de front nettoyaient probablement leurs optiques et préparaient leur Panzerfaust, sûrs qu'aujourd'hui encore, ils organiseraient un bain de feu pour les chars russes.
Ils ne savaient pas que les règles du jeu avaient changé cette nuit. La colonne rampa vers les positions de départ. Le grincement des chenilles sur les pavés sonnait comme une marche funèbre pour la défense ennemie. Devant s'étendait le centre-ville. Construction dense, rues étroites, centaines de sous-sols. Le piège parfait. Mais aujourd'hui, la souricière devait se briser sur la peau de fer de la souris. Attention à tous. La voix de Volkov dans les terres était calme et froide. On travaille selon le plan. Gardez les distances. Ne coupez pas l'infanterie. Et souvenez-vous, votre blindage maintenant, ce n'est pas seulement de l'acier. C'est votre travail. En avant. Le moteur rugit, prenant des tours. Orlov passe à la seconde. Le char s'élança, écrasant un tas de briques brisées. Devant, c'était l'inconnu. Mais maintenant, elle ne faisait plus aussi peur qu'hier. La peur avait brûlé dans la flamme de l'arc de soudure. Ne restait que la froide détermination de vérifier le nouveau blindage dans un combat de masse. L'attaque matinale promettait d'être brutale, et les premiers violons devaient être joués par les monstres nés durant le quart de nuit. Le matin du 24 avril ne commença pas par une préparation d'artillerie, mais par le rugissement des moteurs. La terre tremblait, transmettant la vibration au sous-sol où s'étaient tapis les chasseurs de chars allemands. Ils attendaient. Ils étaient sûrs d'eux. La semaine passée, la chasse aux chars russes avait été pour eux un stand de tir. De maladroites petites boîtes vertes rampaient au carrefour, recevaient une grenade dans le flanc et se transformaient en brasier. Les Allemands savaient, un tir, un cadavre. C'était un axiome, confirmé par des centaines de machines brûlées de Koursk au Dniepr. Mais cette fois, du brouillard matinal émergea quelque chose d'autre. Les chars avançaient en formation déployée, autant que la largeur des rues le permettait. Ils ressemblaient aux créations de l'esprit malade d'un mécanicien fou. Laids, bossus, bardés de fatras rouillés. Sur les flancs pendaient des dossiers de lits tordus, des morceaux de clôture, des grilles quelconques. Ces constructions tremblaient, cliquetaient, rendant la silhouette de la machine floue et indistincte. Mais derrière ce cliquetis se cachait la démarche lourde et inéluctable de la mort. L'auberge Freiter au coin de la rue Sadovaya laissa passer la machine de tête de 30 mètres. Distance idéale. Il leva calmement son tube de lancement, visa le milieu de la coque, là où derrière le blindage se trouvaient les réservoirs de carburant. Il appuya sur la détente. Le claquement de la charge propulsive fut noyé dans le fracas du combat. La grenade, oscillant sur son empennage, alla droit au but. L'Allemand baissa son tube, attendant le spectacle habituel. Flash, colonne de feu sortant des écoutilles, cris de l'équipage, impact, gerbe d'étincelles, et rien. Le char ne s'arrêta pas. Il ne s'enflamma pas. La grenade avait frappé le grillage de fer, l'avait déchiré en lambeaux. Mais le jet de charge creuse, s'étant éclaboussé dans l'air, n'avait laissé sur le blindage qu'une tache noire de suie. Le 341, secoué par le choc, commença à tourner lentement sa tourelle vers le tireur. Le frein de bouche du canon fixa le visage de l'Allemand stupéfait. C'était le regard d'un mort qui refusait de mourir. « Feuer !» cria hystériquement quelqu'un dans les ruines. « Pourquoi il ne brûle pas ?» Les balles commencèrent à marteler le blindage, ricochant impuissantes sur l'acier. Deuxième tir depuis le sous-sol d'en face. La grenade frappa la tourelle, s'emmêlant dans la carcasse d'armature. L'explosion arracha la structure, mais le blindage tint bon de nouveau. Le char, tel un animal enragé secouant un insecte agaçant, lâcha une courte rafale de mitrailleuse de caisse, réduisant la maçonnerie du sous-sol en miettes. C'était une rupture psychologique. L'infanterie allemande, habituée à ce que la technique soit une victime,
se retrouva soudain face à un ennemi invulnérable. L'effet était comparable à une rencontre avec un zombie. Tu lui tires dans le cœur et il continue d'avancer. Tu le frappes avec une masse et il ne fait que montrer ses dents de fer. La logique de la guerre, dans laquelle le Panzerfaust était l'arme absolue, s'effondra en 1 minute. Dans l'éther de la compagnie de chars, au lieu des cris de panique habituels « Je brûle !»« Adieu les frères !» et des jurons, résonnaient des rapports secs et méchants. Les émotions avaient disparu. Restait le travail. Le travail de nettoyage. 5e, ici le 8e. Reçu dans le flanc droit. Écran arraché, blindage intact. Je vois le tireur, distance 40. Explosif, feu. 10e à l'écoute, 2 impacts à la poupe. La grille tient, on continue d'avancer. Ici le 2e, mon lit est tombé. Couvrez-moi pendant que je me tourne de l'autre côté. Orlov menait sa machine en tête. Il ne tressaillait plus au coup sur la coque. Il s'était habitué à ce son, le son de la rage impuissante de l'ennemi. Le char avançait à travers les amas de briques, écrasant de ses chenilles les nids de mitrailleuses. Les grillages sur les flancs étaient déchirés, pendés en lambeaux. Mais il faisait l'essentiel. Il volait à la mort ses centimètres salvateurs. Les Allemands s'enfuirent. Ce n'était pas une retraite tactique, c'était la panique. Les soldats de la Wehrmacht, jetant leurs tubes inutiles, couraient à travers les cours, essayant d'échapper à ces monstres de fer. La peur devant les chars russes ensorcelés se transmettait plus vite que les ordres par radio. La rumeur selon laquelle les Russes avaient inventé une protection magnétique ou qu'ils avaient un nouveau blindage ultra secret courait devant la compagnie qui avançait. Personne ne pouvait croire que tout venait de ressorts rouillés de matelas. Dans l'une des cours, un T-34 accula un peloton de grenadiers dans une impasse. Ceux-ci ouvrirent un feu nourri de Panzerfaust. 3 grenades frappèrent le front et les flancs de la machine presque simultanément. Le char disparut dans un nuage de fumée et de poussière. Les Allemands s'exclamèrent joyeusement, pensant avoir enfin eu la bête. Mais quand la poussière retomba, ils virent émerger du nuage un char noirci, écorché, ressemblant à un tas de ferraille, mais vivant. Le moteur bourdonnait régulièrement, crachant une fumée bleue. La tourelle tourna. Les Allemands se figèrent. Une terreur superstitieuse se lisait dans leurs yeux. Les armes tombèrent de leurs mains. Ils levèrent les bras, se rendant non pas à des hommes, mais à une technologie qu'ils n'avaient pu ni comprendre, ni tuer. Vers midi, la compagnie de Volkov avait avancé d'1,5 kilomètre dans la profondeur de la défense ennemie. C'était un rythme impensable pour des combats de rue. D'habitude, une telle distance était franchie en 1 semaine, en perdant la moitié de l'effectif. Aujourd'hui, il l'avait parcouru en 4 heures. Il y eut des pertes. Le fer se déchirait, les chenilles étaient brisées par les mines, les instruments de vision détruits par les balles. 2 chars s'arrêtèrent avec le train de roulement brisé, mais aucun char ne brûla. Aucun équipage ne périt par le jet de charges creuses. Au carrefour des rues, près d'une église semi-détruite, la colonne s'arrêta pour un court ravitaillement. Les équipages sortirent des écoutilles. L'adrénaline retombait, cédant la place à une fatigue sauvage. Les tankistes regardaient leurs machines et riaient. C'était un rire étrange, mélange d'hystérie et de triomphe. Les chars ressemblaient à des hérissons qui se seraient battus avec des chiens. Les aiguilles sont cassées, la peau est dans la boue, mais le hérisson est vivant. Et les chiens gémissent dans la ruelle. Orlov fit le tour de son 341. Sur le flanc droit, là où avait été soudée une grille forgée de parc, béait un énorme trou. Des barreaux épais comme un doigt avaient été coupés, fondus et tordus en nœuds. Mais le blindage derrière était vierge, à part la suie.
« Tu as vu, Dimitrich ?» accourut Popov, donnant un coup de pied dans le métal tordu. « Elle l'a juste recraché. Le jet s'est emmêlé dans la grille et pff !» Un officier allemand prisonnier, escorté par un fantassin, s'approcha. L'Allemand marchait tête basse, mais en passant près du char d'Orlov, il s'arrêta. Il leva les yeux et fixa le grillage de lit déchiré soudé à la tourelle. Sur son visage se refléta une gamme complexe de sentiments, de l'incompréhension au mépris du professionnel pour le bricolage. « C'est primitif », marmonna-t-il. Orlov essuya ses mains avec un chiffon, regarda l'Allemand d'un regard lourd et fatigué. « Primitif », acquiesça-t-il calmement. « Mais toi, tu pars en captivité, et moi, je continue de rouler. La physique, elle ne demande pas si c'est beau ou pas. Elle demande si ça marche ou pas. » Une radio sortit la tête de l'écoutille. « Commandant, l'état-major de la brigade est en ligne. Ils ne croient pas au rapport. Ils exigent de confirmer l'absence de pertes irrécupérables. Ils disent qu'il y a une erreur de codage. » Volkov, assis sur le blindage de la machine voisine, sourit. Il prit le micro. « Boulot, ici Granit. Je confirme. Perte due au feu des Panzerfaust, aucune. Je répète, 0. Je poursuis l'exécution de la mission. Terminé. » À cet instant, quelque chose changea dans l'air même de la guerre. Les tankistes, qui se sentaient encore hier comme des condamnés enfermés dans des cercueils d'acier, se sentirent de nouveau maîtres du champ de bataille. Ils avaient compris. On peut battre l'ennemi. Son arme absolue peut être brisée sur le genou, si on applique à ce genou une tête et un poste à souder. Le mythe de l'invincibilité du lance-grenades allemand avait été dissipé non pas dans les bureaux de l'Académie des sciences, mais ici, dans les rues sales de Ternopil. Dissipé par la force brute, une baramine et l'ingéniosité. Les chars zombies, les chars monstres, les chars clochards poursuivaient leur chemin vers le centre-ville, laissant derrière eux un sillage de grilles arrachées et la volonté brisée de l'ennemi. Orlov sauta sur le blindage. « Démarrez !» cria-t-il, et ce cri fut repris par les autres. Le flux de fer se remit en mouvement. Devant se trouvait la dernière ligne de défense. Et maintenant, il savait comment la franchir. Ne pas mourir pour la patrie, mais forcer l'ennemi à mourir pour son Reich. Grillage, clôture, lit, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'à l'intérieur battent des cœurs vivants et que ne brûle pas un bûcher funéraire. L'attaque des monstres continuait. Le silence après le combat sonne plus fort que la canonnade. Ce n'est pas le vide, c'est la tension vibrante du métal qui refroidit. Au point de rassemblement provisoire, organisé dans un dépôt de tramway semi-détruit, se tenaient les 15 machines de la compagnie du capitaine Volkov. Elles ne ressemblaient plus à des unités régulières de l'armée. Elles ressemblaient à une meute de chiens de cour battus, dont le poil pendait par touffes, mais sous ce poil sale, saillaient des muscles vivants, intacts. Le colonel Stepanov, commandant adjoint de la brigade pour la partie technique, marchait le long de la ligne. Il avait vu beaucoup de choses en 3 ans de guerre. Il avait vu les champs près de Prokhorovka jonchés de ferrailles brûlées. Il avait vu des tourelles arrachées par une explosion interne et projetées à 50 mètres. Mais ça, il ne l'avait jamais vu. Les chars avaient l'air monstrueux. Au lieu d'un blindage lisse et prédateur, un amoncellement de fatras déchirés. Des tuyaux de plomberie tordus en nœuds, des sommiers métalliques déchirés en lambeaux, des tiges d'armature dépassant comme des épines de porc-épic. Toute cette ferraille était noire de suie. On aurait dit que la compagnie avait traversé l'enfer et on avait rapporté un morceau sur elle. Mais le colonel ne regardait pas l'esthétique, il regardait les faits. Stepanov s'arrêta près de la machine portant le numéro de bord 102. Sur l'écran latéral, fait d'une grille de cimetière forgée,
baillaient un trou fondu du diamètre d'un poing. Des barreaux de l'épaisseur de 2 doigts avaient été coupés comme au laser. Le colonel sortit un mouchoir, essuya le blindage noirci sous le trou. Propre. Sur la peinture verte restait seulement une tache de calamine et une bosse d'une profondeur ne dépassant pas 5 mm. La mort, volant à une vitesse de plusieurs kilomètres par seconde, avait trébuché sur une grille de cimetière et s'était éclaboussée impuissante, n'atteignant pas le but de 30 cm. Derrière, dans le dos du colonel, l'aide de camp trottinait avec une tablette, notant scrupuleusement les chiffres dans un registre. 35, 36, marmonnait-il, passant d'un char à l'autre. 37, 38, termina sèchement Stepanov, s'arrêtant devant le char d'Orlov. 38 coups directs sur la compagnie en un seul combat. Ce chiffre aurait dû signifier une catastrophe. Selon les normes de perte d'unités de combat en milieu urbain, 38 impacts de Panzerfaust mettent hors de combat au minimum 20 machines. Cela aurait signifié la destruction totale de la compagnie et la perte de l'initiative sur ce secteur du front. Cela aurait signifié une centaine d'avis de décès. Stepanov se tourna vers le capitaine Volkov, qui se tenait au garde à vous, mais dans les yeux duquel se lisait le triomphe du vainqueur. « Rapportez l'état du matériel. Toutes les machines sont opérationnelles, camarade colonel. Proie dommages au train de roulement dû à des mines, nous réparerons en 2 heures. Aucune pénétration de la coque blindée. Aucune perte en personnel. 2 blessés, touchés par des éclats de briques en sortant la tête des écoutilles. » Le colonel regarda encore une fois le grillage de lits tordus, soudé à la tourelle du 341. Il secoua la tête. « Des lits. Vous faites la guerre sur des lits, Volkov. Si on m'avait fait un rapport, je vous aurais envoyé en cour martiale pour dégradation de matériel. Avant le combat. »« Affirmatif, » répondit imperturbablement le capitaine. « Et maintenant ? Je veux voir celui qui a inventé ça. » De derrière la chenille, sortit le sergent-chef Orlov. Il ressemblait à un mineur après un quart accidentel. Visage, un masque noir, strié de bandes blanches de sueur. Mains, dans l'huile et les brûlures de soudure. Il ne se mit pas au garde à vous, ne claqua pas des talons. Il se tenait simplement là, appuyé sur une masse avec laquelle il venait de redresser un garde-boue tordu. « Sergent-chef Orlov !» se présenta-t-il. La voix était rauque, brisée par les cris et la fumée. Stepanov s'approcha tout près de lui. Un officier en manteau propre et un mécanicien en combinaison brûlée. 2 mondes d'une même guerre. « C'est ton travail ?» Le colonel fit un signe de tête vers les écrans mutilés. « Le travail de toute la compagnie, camarade colonel. Mais l'idée, oui. Physique de l'explosion espacée. » « La physique, » sourit Stepanov. « Tu as étudié où, physicien ? » « Station de machines et de tracteurs, brigade de tracteurs. Et 3 ans de pratique sur le blindage. » Le colonel enleva son gant. Le cuir crissa. Il tendit la main, une paume propre et soignée d'officier d'état-major. Orlov hésita, essuyant sa paume large et calleuse sur son pantalon, mais serra ensuite fermement, virilement, la main du colonel. « Merci, sergent-chef. Merci pour les hommes. Et pour les machines. » Cette poignée de main valait plus qu'une médaille. C'était une reconnaissance. La reconnaissance que la vérité sale et artisanale de l'ingénierie des tranchées s'était avérée plus forte que les plans et règlements léchés. « Aide de camp !» aboya Stepanov, sans lâcher la main du mécanicien. « Présent, camarade colonel !» Écrit un rapport à l'état-major du front, urgent, chiffré. Suite aux résultats des combats à Ternopil, l'efficacité des écrans anticumulatifs artisanaux est confirmée à 100%. 38 impacts, 0 pénétration.
Je recommande d'introduire immédiatement l'expérience dans toutes les unités blindées de l'armée. Nom de code du produit, Stepanov réfléchit une seconde, regardant le grillage déchiré. nom de code, bouclier M, métallique. Et ajoute, prendre les matériaux sur place, n'importe lesquels. Souder n'importe quoi, pourvu que ça tienne la distance. Le protocole était sec comme une feuille d'automne. Il n'y avait pas d'émotion, pas de description de la peur des équipages et de la nuit blanche des soudeurs. Seulement des chiffres et des conclusions. Mais cette feuille de papier, qui dans une heure serait sur le bureau du commandant du front, pesait plus lourd qu'une tonne d'obus. Elle changeait les règles du jeu. Orlov écoutait le colonel dicter et ressentait un vide étrange. L'adrénaline était partie. Ne restait qu'une fatigue sauvage, de plomb. Il regardait sa machine, ce bouclier M, qui était en fait un bouclier de désespoir et d'espoir. Et encore une chose, Stepanov se tourna vers Volkov. Proposition pour l'ordre de l'Étoile Rouge pour Orlov. Et pour tous ceux qui ont soudé, la médaille pour le courage. À faire aujourd'hui même. À vos ordres. Le colonel continua son chemin vers sa voiture, donnant en marchant des ordres pour l'acheminement de matériel de soudure et d'électrodes. La machine bureaucratique, grinçant des engrenages, commençait à se déployer. Ce qui hier était de l'insubordination et de la détérioration de biens devenait aujourd'hui la doctrine militaire officielle. Orlov s'assit sur la chenille de son char. Il sortit sa blague à tabac. Ses doigts tremblaient, renversant le tabac. « T'as entendu, Dmitrich ?» Popov le bouscula de l'épaule. « Ils vont donner une médaille. Et bouclier M. Ça sonne bien, hein? La science. » La science, Orlov expira la fumée. La science de survivre, Vania. Il regardait le trou dans l'écran. Là, au fond du métal tordu, s'était figée une goutte de cuivre, reste de ce fameux jet de charge creuse qui n'avait pas atteint son but. Cette goutte n'était plus qu'un morceau de métal froid, inoffensif et mort. Il avait vaincu. Vaincu non par un assaut héroïque sur une embrasure, mais par un calcul précis et un travail acharné. Autour, la vie continuait. Les équipages remplissaient les réservoirs, chargeaient les obus. Mais maintenant, il n'y avait plus de fatalité dans leurs mouvements. Ils savaient que leur blindage tenait le coup. Ils en avaient vu la preuve de leurs propres yeux. 38 fois, la mort avait frappé à leur porte. Et 38 fois, elle était repartie sans rien. C'était la victoire de la technologie, la victoire de la raison sur la force brute de l'explosif. Et ce protocole, que le radio tapait maintenant dans le véhicule d'état-major, témoignait de la naissance d'une nouvelle ère dans la guerre des blindés. Une ère où une simple grille en acier pouvait signifier plus que des millimètres de blindage trempé. Bon, fin de la pause clope. Orlov écrasa sa cigarette sur son talon. Faut souder. Regarde, l'écran de Sidorov est complètement tombé. Et on doit encore aller jusqu'au centre. Il reprit le porte-électrode en main. L'héroïsme était terminé. Le travail commençait. La guerre n'avait pas disparu. Et les Allemands avaient encore beaucoup de Panzerfaust. Mais maintenant, les tankistes avaient de quoi répondre à ce défi. Les cages de fer de Ternopil étaient devenues le bouclier officiel de l'armée rouge. Ternopil ne se rendait pas. Elle mourrait en ripostant, par chaque fenêtre, chaque sous-sol, chaque grenier. Vers le 26 avril, l'assaut s'était transformé en broyage méthodique de béton et de briques. L'artillerie emportait les étages supérieurs. L'aviation rasait les quartiers. Mais dans le labyrinthe des rez-de-chaussée et des ruines, le dernier mot revenait au blindage. Et ce blindage avait désormais une autre allure. Une avalanche de fer déferlait dans les rues. Les chars
pareils à des barricades mobiles, écrasaient la résistance par leur masse et leur invulnérabilité. L'esthétique de la guerre était définitivement piétinée. Aucun éclat, aucune silhouette nette. Les machines rappelaient des tas d'ordures qui auraient soudain pris vie et rampé en avant, crachant le feu. Grillages déchirés, grilles tordues, morceaux de tôle, tout cela tremblait, tonnait, mais protégeait fiablement la vie des équipages. Les Allemands, paniqués, appelaient cela le balai de fer. La tactique changea. Si auparavant les chars craignaient d'entrer dans les passages étroits sans une couverture dense d'infanterie, maintenant ils agissaient avec plus d'audace. Les machines équipées d'écrans allaient en tête, attirant le feu sur elles. Elles agissaient comme des dragueurs de mines, sauf qu'au lieu de mines, elles collectaient sur elles les tirs de Panzerfaust. La mécanique du combat rue Mickiewicz devint un exemple classique du nouvel ordre. 3 équipes de grenadiers allemands prirent position dans les ruines d'une pharmacie. Secteur de tir idéal. Distance 30 mètres. Le char présenta son flanc. 3 claquements de charges propulsives se fondirent en un seul. 3 grenades frappèrent les écrans artisanaux. La première déchira le grillage, éclaboussant le jet dans l'air. La seconde frappa une feuille de tôle de toiture soudée, se déclenchant prématurément. La troisième toucha un support, l'abattant, mais sans atteindre le blindage. Le char ne ralentit même pas. La tourelle tourna lentement, avec un grincement terrible, vers la pharmacie. Un obus explosif de calibre 85 mm entra dans l'ouverture de la fenêtre. L'explosion à l'intérieur de l'espace clos ne laissa de l'embuscade que des souvenirs. Les murs s'effondrèrent, ensevelissant les tireurs sous des tonnes de briques. Le char franchit le tas de décombres et continua sa route. Cela se répétait, encore et encore. Rue Rouskaya, place du marché, vers la gare. L'infanterie allemande, habituée à ce qu'un seul tir arrête à coup sûr l'offensive russe, se retrouva désarmée. Leur avantage principal, une arme à charge creuse bon marché et mortelle, avait été neutralisé par des ordures des décharges municipales. Les statistiques, établies à l'état-major de l'armée le soir de chaque journée, semblaient anormales. Avant l'introduction des écrans, les pertes dues au Panzerfaust dans les combats urbains s'élevaient jusqu'à 80% du nombre total de machines touchées. Les chars brûlaient comme des cierges. Les équipages périssaient au complet. Après l'équipement massif des machines avec le bouclier M, la courbe des pertes s'effondra. 60%. Le nombre de pertes irrécupérables de blindés dues au feu des lance-grenades anti-chars portatifs diminua de 60%. Ce n'était pas juste un chiffre dans un rapport, c'était un gouffre entre la vie et la mort. Cela signifiait que sur 10 chars qui auraient dû rester des carcasses fumantes dans les rues de Pernopil, 6 continuaient le combat. Cela signifiait des centaines de vies de spécialistes formés, sauvés. Au bataillon de soutien technique, on n'avait pas le temps de changer les écrans. Les chars revenaient du combat écorchés jusqu'au métal. Les grillages pendaient en lambeaux. Les grilles étaient tordues en tire-bouchons, les cornières arrachées. Mais sous cet accoutrement tordu, le blindage restait intact. Taches noires de suie, bosses, rayures, mais pas une seule brûlure traversant le compartiment de combat. Pas une seule munition n'avait détonné. Pas un seul mécanicien brûlé vif. Orlov voyait ce résultat de ses propres yeux. Il menait sa machine à l'avant-garde, se frayant un chemin vers le centre-ville. Il voyait les soldats allemands jeter leurs tubes inutiles et courir, comprenant que leur magie n'agissait plus. La rupture psychologique était plus terrible que la destruction physique. L'ennemi avait compris que son arme ne fonctionnait pas. Et un soldat qui ne croit pas en son arme a déjà perdu. La finale de l'assaut ressembla au travail d'une presse géante. Les chars à écran serraient les restes de la garnison dans un anneau. Ils n'avaient pas peur de s'approcher tout près des bâtiments. Ils tiraient à bout portant dans les embrasures des sous-sols. Les cages de fer, soudées sur le blindage,
permirent aux tankistes de retrouver l'agressivité et la fougue que la peur des Faustniks leur avait ôtées. Quand les derniers foyers de résistance furent étouffés, un silence étrange, assourdissant, s'installa. La ville gisait en ruine. La poussière retombait lentement sur les pavés, recouvrant tout d'une couche grise. L'odeur de brûlé, qui planait sur Ternopil depuis des semaines, commença à se dissiper, cédant la place à un vent printanier, frais. La colonne s'arrêta sur la place centrale. Les équipages coupèrent les moteurs. On entendait le métal refroidir en craquant. Les hommes sortaient des écoutilles, sales, noirs de suie, mortellement fatigués, mais vivants. Orlov monta sur le blindage. Il enleva son casque, essuya la sueur de son front. Ses mains tremblaient, conséquence de la tension des dernières 24 heures de combat ininterrompus. Il regarda autour de lui. Toute la place était remplie de matériel. Des dizaines de T-34, et sur presque chacun, des traces d'impact. Des trous déchirés dans les grillages, des cadres pliés, des flancs brûlés. Sans ces constructions ridicules, la moitié de ces machines serait en train de finir de brûler dans les faubourgs. À côté, sur le blindage du char voisin, était assis un jeune lieutenant, chef de peloton. Il fumait en regardant un trou dans l'écran de son char, là où une grenade était entrée il y a tout juste 1 heure. Il aurait dû mourir. Le jet de charge creuse aurait dû brûler le flanc juste en face de son siège, mais le jet était parti dans le vide, se brisant sur les ressorts d'un vieux canapé qu'ils avaient soudé à la hâte la nuit. Le lieutenant était vivant. Il fumait, plissait les yeux au soleil et souriait. Orlov regardait ces visages, des centaines de visages, jeunes et vieux, joyeux et sombres, mécaniciens, tireurs, chargeurs, des gens vivants. Il riait, se tapait sur l'épaule, buvait de l'eau à la gourde. Ils faisaient des plans pour demain. Ils écrivaient des lettres à la maison. C'était ça, la récompense principale. Pas l'ordre de l'étoile rouge, qu'on rédigeait déjà à l'état-major, pas la reconnaissance dans l'ordre du commandant en chef suprême. La récompense, c'était ces voix vivantes. Orlov comprenait. Il n'avait pas créé une arme miracle qui gagnerait la guerre. Il avait simplement donné une chance à ces gars. Une chance de ne pas brûler. Une chance de revenir. Il descendit à terre, s'approcha du flanc de sa machine. Passa la paume sur le métal tordu de l'écran. L'arête vive d'une cornière déchirée égratigna sa peau. Le fer était mort, froid, grossier. Mais il avait pris sur lui le coup destiné à la chair vivante. « Merci, Ferraille », dit doucement Orlov. Volkov s'approcha de lui. Le capitaine aussi avait l'air épuisé, mais dans ses yeux, il n'y avait plus ce désespoir avec lequel il regardait la carte 1 semaine plus tôt. « Tu les vois ?» Le commandant fit un signe de tête vers la foule de tankistes. « C'est ton bataillon, Orlov. Ton bataillon personnel sauvé. Statistiquement, nous aurions dû perdre 12 machines aujourd'hui. Nous en avons perdu 1. Chenille coupée. 11 équipages respirent grâce à ton entêtement. » Orlov haussa les épaules. Il était gêné par ces mots. Il était juste mécanicien. Il résolvait un problème technique. « Ce n'est pas moi, camarade capitaine. C'est la physique et la soudure. » « La physique, » sourit Volkov. « Va pour la physique. Mais j'écrirai à ma mère que j'ai été sauvé par le sergent-chef Orlov et un lit de foyer ouvrier. » Au loin, derrière les ruines de l'église, le soleil se couchait. Ses rayons éclairaient les silhouettes tordues et laides des chars vainqueurs. Les cages de fer de Ternopil avaient rempli leur mission. Elles avaient pris le feu sur elles, transformant le mal absolu du Panzerfaust en une étincelle impuissante. L'expérience, née dans la boue et le sang, devint un système.
L'expérience de cette compagnie volait déjà par télégramme sur tous les fronts. Demain, dans des milliers d'ateliers de réparation de la Baltique à la mer Noire, s'allumeraient les feux des postes à souder. Des milliers de mécaniciens commenceraient à couper, tordre et souder, créant des boucliers pour leurs machines. La guerre continuait, mais maintenant, les tankistes avaient un antidote contre le poison de la charge creuse. Orlov sortit de sa poche un paquet de cigarettes froissées. Il alluma. La fumée se mêla à l'odeur du blindage qui refroidissait. Il regardait ses mains, grossières, imprégnées de mazout, aux ongles noirs. Ses mains avaient fait ce que les bureaux d'études n'avaient pas pu faire. Elles avaient sauvé la vie. Et pour le sergent-chef Orlov, c'était plus important que la prise de n'importe quelle ville. Mai 1945 apporta le silence. Il était inhabituel, assourdissant, plus effrayant que n'importe quelle canonnade. Les gens, habitués à dormir sous le grondement des diesels et les explosions d'obus, se réveillaient au chant des oiseaux et ne comprenaient pas où ils se trouvaient. La guerre, qui avait broyé des millions de destins et des tonnes d'acier, s'était arrêtée. Les chars coupèrent les moteurs. Les écoutilles s'ouvrirent, laissant sortir l'odeur de poudre et de sueur pour laisser entrer l'odeur du lilas et de la terre printanière humide. Le sergent-chef Dimitri Orlov rentra chez lui. Il ne devint pas général. Il ne reçut pas le titre de héros de l'Union soviétique, bien que beaucoup pensaient qu'il le méritait plus que certains stratèges d'état-major. Sur sa vareuse brillait l'ordre de l'Étoile rouge et la médaille pour le courage, l'ensemble standard du vétéran survivant. Orlov enleva ses épaulettes, pendit sa veste dans l'armoire et enfila une vieille salopette huileuse. Il retourna d'où il venait, à la station de machines et de tracteurs. Sa vie d'après-guerre fut calme. Il réparait de nouveau des moteurs, redressait des charrues, soudait des cadres pour des semoirs. Personne au kolkhoz ne savait vraiment que cet homme taciturne, qui ne souriait jamais, aux mains éternellement noires de mazout, avait accompli une révolution dans le domaine des blindés. Pour les voisins, c'était simplement un bon mécanicien, capable de réparer n'importe quel mécanisme avec une masse et un mot bien senti. Orlov n'écrivit pas de mémoire. Il ne fit pas de discours dans les écoles pour raconter ses exploits. Il n'aimait pas du tout se souvenir de Ternopil. Pour lui, ces jours-là n'étaient pas une épopée héroïque, mais un travail lourd et sale, où la mort se tenait derrière son dos et lui soufflait dans la nuque une odeur de carbure. Il voulait juste oublier ce tintement avec lequel le jet de charge creuse frappe l'acier et cette odeur de chair brûlée qui le poursuivait dans ses cauchemars. Mais l'histoire de la technique se souvient de tout. Les chars qui avaient pris d'assaut Ternopil furent remis en état après la victoire. On coupa les laids grillages, on nettoya les soudures, on les peignit en vert parade. Sur les piédestaux et dans les musées, les T-34 devaient avoir l'air beau, élancé, héroïque. Les lits rouillés et les grilles de cimetière ne cadraient pas avec l'esthétique de la marche victorieuse. On les envoya à la ferraille, on les refondit en nouveaux tracteurs et casseroles. Il semblait que l'expérience fût oubliée. Mais dans les rapports secrets des polygones, dans les manuels confidentiels pour ingénieurs, les plans restèrent. Bouclier M. C'est ainsi que cela s'appelait dans les documents. Schéma sec, tableau de pénétrabilité, recommandations de soudure. La science militaire, grinçant des dents, reconnut l'invention artisanale du sergent-chef s'était avérée plus efficace que bien des développements académiques. Des décennies passèrent. Le monde changea. Les chars devinrent plus complexes, plus rapides, plus meurtriers. Le blindage devint multicouche, composite, actif. L'électronique apparut, les télémètres laser, la navigation par satellite. Mais la mort ne restait pas immobile. Le primitif Panzerfaust allemand
fut remplacé par des lance-roquettes anti-chars portatifs de nouvelle génération. Le RPG-7, les mouches jetables, les missiles guidés anti-chars. Le principe restait le même. Entonnoir cumulatif, focalisation, jet de plasma brûlant n'importe quelle épaisseur. Et alors, les ingénieurs se souvinrent d'Orlov. Dans les conflits locaux de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, des montagnes d'Afghanistan au désert du Moyen-Orient, on recommença à souder des grillages sur le blindage. D'abord, de nouveau artisanalement, par les équipages, avec de l'armature et du grillage simple torsion. Puis, de manière industrielle. Regardez un char moderne ou un véhicule de transport de troupes blindé. Sur presque chaque machine, vous verrez ces étranges constructions grillagées, ceinturant les flancs et la poupe. Dans le langage des professionnels, on appelle cela des écrans grillagés anticumulatifs ou slat armor. Élégants, calculés par ordinateur, faits d'alliages spéciaux. Mais si on regarde bien, on devine sans erreur ce même grillage de lits grossiers, soudé dans l'obscurité, à partir d'ordures. Dmitri Orlov n'est pas devenu un constructeur célèbre comme Kochkine ou Morozov. Son nom ne figure pas dans les noms des chars. Mais son héritage vit dans chaque cordon de soudure de ses grilles. Il vit dans des milliers de soldats qui sont rentrés chez eux de point chaud parce que la roquette volant vers leur blindé s'est coincée entre les barreaux d'acier et n'a pas fonctionné. Ou a fonctionné trop tôt, éclaboussant sa rage dans l'air. Orlov est mort tranquillement au milieu des années 80. Il y avait peu de monde à ses funérailles. Obsèques ordinaires d'un retraité ordinaire. Personne ne tira de salve. Personne ne prononça de discours grandiloquents sur le sauvetage d'armadas de chars. Mais parmi ceux qui suivaient le cercueil, il y avait quelques vieillards à l'allure militaire. Ce n'étaient pas ses parents. C'étaient ces mêmes lieutenants et sergents de 44. Ceux qui avaient survécu à Ternopil grâce à ces cages de fer. Chacun d'eux eut des enfants après la guerre, puis des petits-enfants. Maintenant grandissent les arrière-petits-enfants. Des centaines, des milliers de personnes qui n'auraient pas dû être au monde. Ils auraient dû disparaître en avril 44, transformés en cendres à l'intérieur de chars brûlés. Mais ils vivent. Ils vont au travail, tombent amoureux, construisent des maisons. C'est cela, le véritable monument à l'ingénieur. Pas une dalle de granit sur une place, mais une chaîne vivante de générations, préservée grâce à une idée simple. Grâce à la compréhension que parfois, 30 cm de vide sont plus importants qu'un demi-mètre de blindage. La guerre est toujours une compétition entre l'épée et le bouclier. L'épée devient plus tranchante, le bouclier plus solide. Mais dans cette course éternelle aux technologies, il reste toujours une place pour le facteur humain, pour l'ingéniosité. Pour cet état d'esprit particulier où l'homme acculé prend en main un morceau de ferraille rouillé et dit à la mort « Non, pas aujourd'hui ». L'histoire des cages de fer de Ternopil n'est pas simplement un épisode de la Grande Guerre patriotique. C'est une leçon. La leçon que le salut ne vient pas toujours d'en haut, sous la forme d'un ordre ou d'une nouvelle technique. Souvent, le salut gît sous nos pieds, dans la décharge de l'histoire. Il faut seulement avoir des yeux pour voir la solution et des mains pour l'incarner dans le métal. Aujourd'hui, quand vous voyez aux informations des images de zones de combat, faites attention aux chars. Regardez ces grilles. Ce n'est pas seulement une protection, c'est un salut du sergent-chef Orlov. C'est sa main, tendue à travers le temps, pour couvrir le flanc d'une machine étrangère. L'invention, née dans la boue, le sang et le désespoir du combat urbain, est devenue un standard de l'industrie militaire mondiale. Un simple grillage d'acier, primitif, bon marché, laid.
Mais c'est précisément lui qui prouve encore et encore une vérité simple. À la guerre, il n'y a rien de plus cher que la vie. Et il n'y a rien de plus efficace que la physique multipliée par le désir de survivre. Orloff a vaincu le Panzerfaust allemand non par la force des armes, mais par la force de la pensée. Il a transformé la faiblesse du char en sa force. Et tant qu'existeront les obus à charge creuse, ces grilles resteront sur les blindages, gardiens éternels, préservant le silence à l'intérieur du compartiment de combat. Un silence qui signifie la vie.